Bienvenue, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Toujours encore un plaisir d'être avec vous dans cette émission où nous allons parler, actualité oblige, de la situation régionale, avec notamment les tensions entre le Rwanda et la RDC depuis plusieurs mois maintenant, les deux pays. Les tensions y règnent, notamment au niveau de nos frontières, mais également au niveau de la diplomatie. Ça bouge beaucoup au cours de ces derniers mois, et notamment à travers le processus de Luanda, où les deux parties, plus le médiateur angolais, se retrouvent régulièrement, notamment pour ce qui est des ministres des Affaires étrangères de part et d'autres. Et à la dernière rencontre, les deux ministres des Affaires étrangères se sont retrouvés en date du 12 à Luanda pour reprendre les discussions là où elles s'étaient arrêtées, après que Kinshasa semble avoir tourné son dos, sans le dire, au processus de Luanda. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Kinshasa est-il vraiment attaché à ce processus, ou il essaye de gagner du temps? Voilà parmi les questions auxquelles on va tenter de trouver des réponses aujourd'hui. Mais également, dans la deuxième partie de notre émission, nous allons examiner, voir comment est-ce que les tensions régionales affectent-elles la diaspora rwandaise à travers le monde, notamment sur le continent européen, depuis que tout ceci a débuté. Mais avant cela, nous sommes avec Tite Gatabazi Rutikanga. Il est éditorialiste Éco Grand Lac. Il est avec nous, juriste de formation également, connaisseur et observateur avisé de la région des Grands Lacs. Tite, bienvenue dans le studio. Bonsoir et merci. Voilà, toujours un plaisir d'être avec vous. Ah, il est vraiment partagé. Hein. Voilà. Avec nous également, depuis la France, nous sommes rejoints par Chris Renzaro. Il est chef de projet en technologie de l'information et de la communication. Il est depuis une vingtaine d'années sur le continent européen. Mais Chris, avant de s'envoler en Europe, Chris, c'est d'abord quelqu'un qui a vécu dans la région des Grands Lacs. Il connaît bien un certain passé de cette région. Il a été affecté par les conflits qui se sont déroulés depuis plusieurs années ou dans le passé. Chris, il est de la diaspora rwandaise, et c'est toujours un honneur d'être avec vous, Chris, après un long moment. Bienvenue dans Majuscule Propos. Merci Eddy, c'est aussi un plaisir partagé d'être avec vous ce soir. Voilà, à tous les deux, et avant peut-être d'aller très loin, processus de Luanda qui a débuté depuis 2022, c'est un processus qui a été mis à l'épreuve de la volonté des uns et des autres. Tite, c'est un processus fondamentalement avec un objectif de rapprocher le Rwanda. Le Rwanda a un cahier de charge, il a ses desiderata par rapport à sa frontière, à sa souveraineté. La RDC également a des choses à demander à son voisin. Le Rwanda a manifesté sa volonté, notamment à travers sa diplomatie, de rester attaché à ce processus. Un processus, je vous rappelle, qui évolue dans le cadre de l'Union africaine, avec la bénédiction de cette institution continentale, mais également avec d'autres partenaires internationaux qui soutiennent le processus de Luanda. La question que je pose aujourd'hui, Tite, ce n'est pas la première fois que je vous pose cette question. Le processus de Luanda, au regard de l'évolution de la situation, est-il toujours adapté aux besoins du moment? C'est que le contexte 2022 et 2024 aujourd'hui, est-ce que le processus, ce qui était demandé aux uns et aux autres, ça tient toujours? Eh bien, écoute, les ministres viennent de Luanda, donc ça tient toujours. Mais il faut préciser une chose. Hein. On avait
le processus de Nairobi. Luanda s'appelait la feuille de route de Luanda. Ouais. Regardez comment, par un tour de passe-passe, Kinshasa a enterré Nairobi. On ne parle plus de Nairobi. Maintenant, Luanda est devenu le processus de Luanda. Mais comme on dit en droit, dont acte. Luanda, ce que dit Luanda, ce que demande Luanda, ce que exige Luanda, ce que Luanda a obtenu, aujourd'hui, pas grand-chose. À la 4e réunion des ministres des Affaires étrangères, c'est quand même assez paradoxal qu'au bout de 14 ans, 15 heures d'affilée, la ministre congolaise des Affaires étrangères dise aux autres « je ne peux plus signer ». Et donc, quand on regarde de très près, pourquoi il y a tout le temps ce jeu de valse de Kinshasa, je pense qu'on nous a révélé pourquoi on allait à Luanda en traînant les pieds et pourquoi finalement Luanda devient plutôt un prétexte qui manque de volonté politique et où il y a un refus catégorique de neutraliser les FDLR. Et donc, faute de volonté politique, on aurait pu espérer qu'avec la pression des partenaires, on pouvait pousser et arriver à quelque chose à Luanda. Aujourd'hui, je vous parie que non. Et je vais vous dire pourquoi. Le centre de gravité pour l'obtention de la paix à l'est de la République démocratique du Congo n'est plus à Luanda. Kinshasa l'a déménagé. Et pourquoi Kinshasa est-il à Luanda? Kinshasa, pour amuser la galerie? Kinshasa vient à Luanda pour gagner du temps, pour mentir et pour alimenter l'opinion intérieure, pas l'opinion internationale. Regardez ce qu'elle a déclaré la première ministre Souminois. C'est quand même terrible. Qu'elle soit reprise comme ça, j'allais utiliser un terme de football, mais je vous en dispense. Elle dit que le Rwanda a signé. Et le ministre rwandais des Affaires étrangères, avec tout le respect qu'il doit à la première ministre... Il a été courtois dans ses propos. Oui, oui. Madame, vous avez été abusée par vos services. C'est quand même assez paradoxal que la première ministre esqualitée n'ait pas eu accès à ce document et que ce soit le ministre rwandais qui mette ça sur les réseaux sociaux pour dire, madame, voici le document. On est dans une sorte de tâtonnement? Non, ce n'est pas... Ou c'est fait à dessein? Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il y a des hésitations à Kinshasa. J'ai dit que on le fait à dessein. Pour vous, c'est fait à dessein? Le centre de gravité a basculé. Mais avant... Regardez le lien entre Kinshasa et Bujumbura. Regardez les liens entre Kinshasa et Niamey, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, puisque vous venez d'évoquer le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, il s'est prêté à notre micro pour revenir et faire un résumé de ce que, voilà, une mise au point de ce qu'a été Luanda en date du 12, justement. Luanda que beaucoup de personnes n'espéraient plus une rencontre prochaine et finalement, à la surprise générale, on a vu tout le monde se retrouver à Luanda notamment, après presque un échec à New York où certaines demandes n'ont pas trouvé en tout cas de preneurs, où on a rappeler à tout le monde l'esprit et la lettre de Luanda. On va écouter l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe au micro de notre confrère Adams de la section anglaise, qui s'exprimait par rapport justement à cette dernière ministérielle à Luanda. Ce samedi 12 octobre, nous étions effectivement à Luanda pour la 5e réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda, sous la facilitation de l'Angola.
Mais pour comprendre le résultat de cette réunion ministérielle, il faut comprendre la réunion précédente, donc la 4e réunion ministérielle qui s'était tenue le 14 septembre. Cette réunion qui s'était soldée, je dirais, par une impasse, parce que on était appelé à adopter le rapport des experts en renseignement qui avait adopté un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, donc ce mouvement génocidaire qui est maintenant à l'est de la RDC, mais aussi de lever de nos mesures rwandaises de défense. Ce rapport ou ce plan avait été adopté par les experts des 3 pays qui s'étaient réunis à Rubavu le 29 et le 30 août. Et je l'ai approuvé en tant que représentant du Rwanda, mais ma collègue de la RDC s'est opposée à ce plan en disant que pour elle ou pour la RDC, le caractère simultané et concomitant des opérations n'était pas très visible. Et donc, on était dans une impasse à la fin de la 4e réunion ministérielle, mais on nous a invités pour la 5e réunion ministérielle. Et là, quand même, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de points. Donc, comme le compte-rendu l'indique, premièrement, on a réitéré notre appel aux partis pour respecter le cessez-le-feu du 4 août 2024, donc le cessez-le-feu entre les partis en conflit à l'est de la RDC. Deuxièmement, on a réitéré notre désaccord sur le plan harmonisé, donc plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de levée de nos mesures rwandaises de défense. Donc le Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé tel qu'adopté par les experts, et la RDC a présenté des propositions ou un plan alternatif pour garantir la simultanéité ou la concomitance des opérations, comme ils disent. Mais on s'est quand même mis d'accord sur les activités contenues dans le plan, même si on n'a pas approuvé le plan tel quel, puisque on n'était pas d'accord sur le déroulement ou sur la séquence des opérations. On s'est quand même mis d'accord sur les activités et les responsabilités. Donc, quelles sont les activités du plan et qui fait quoi? Donc, les responsabilités, on s'est mis d'accord. Et donc, on a demandé aux facilitateurs pour préparer un concept des opérations, un CONOPS, avant le 26 octobre pour recueillir les contributions des 2 pays, la RDC et le Rwanda, mais aussi pour tenir en compte leurs préoccupations, de nous présenter donc ce CONOPS, de préparer ce CONOPS pour le 26 octobre. Et on a aussi prévu qu'une réunion d'experts sera convoquée pour le 30 octobre pour examiner ce CONOPS préparé par le médiateur. Et puis après, ce CONOPS serait soumis au ministre à une réunion ultérieure. Voilà, Olivier, Patrick Nduhungirehe, c'est très important ce que le ministre Olivier vient de dire. Ce qu'il dit, comme disent les autres, c'est clair comme l'eau d'une roche, mais tout d'un coup... pas si clair que ça. Non, c'est pas si clair que ça. J'arrive. Le diable se trouve dans le détail. Voilà. Regardez bien l'exigence de Kinshasa. Non. Nous voulons la simultanéité. Je veux vous lancer, vous lancer sur la piste. Permettez-moi de finir ma question. Tout juste 2 jours après, on a vu la première ministre de la RDC, Mme Judith Suminwa, qui était en Europe, dire devant son audience que pour la toute première fois, le Rwanda a accepté de retirer 4000 de ces hommes qui se trouvent sur le territoire de la RDC.
Elle a dit que c'est ce qui est dans le communiqué, Oui. dans le compte-rendu, en tout cas de cette réunion. Comment est-ce qu'au niveau du ministre, une première ministre, avec un document à la main, peut-elle aller aussi loin et annoncer des choses qui ne se sont jamais ni convenues dans les discussions, ni paraissent dans le document officiel? Parce qu'on voit bien au sommet de l'État à Kinshasa, on nourrit l'opinion intérieure de cette crise à l'est du Congo. On alimente toute la communication sur cette recherche paranoïaque du bouc émissaire idéal qu'est le Rwanda et on inverse les responsabilités. Pendant que la première ministre parle de 4000 militaires, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, tout constitutionnaliste qu'il est, parle de 20 000 hommes. Dans le même... C'est une armée, c'est toute une armée. Pendant que la première ministre annonce 4 000, le professeur Mbata, qui est à Genève, parle de 20 000. Le président du Sénat, Sama Lukonde, ancien Premier ministre, dit que le Congo est incapable de participer à une réflexion avec l'intelligence artificielle, les innovations actuelles. Le Congo ne peut pas participer à cette réflexion à cause du Rwanda. C'est quand même trois personnalités très haut placées dans la hiérarchie. C'est pour ça que je dis... on va devoir abandonner le Rwanda dans pas longtemps. Je reviens. Ouais. Vous dites, pour reprendre Chris. Chris, vous êtes avec nous, vous nous entendez, vous nous voyez? Oui, je vous entends très bien, merci. Voilà, Chris, je rappelle que vous êtes dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. 20 ans que vous venez de passer en Europe, notamment en France, où vous êtes en ce moment. Chris, vous avez suivi depuis 2 ans ce processus de Luanda jusqu'à très récemment. Est-ce que c'est un processus qui vous donne l'espoir face à la magnitude ou sinon à la grandeur du conflit ou les détentions qui se présentent devant nous? Non, j'ai pas d'espoir. Je suis obligé d'être du même avis que Tite, pour la simple et unique raison que surtout nous qui suivons tout ça au niveau de l'actualité, au niveau des médias ou des réseaux sociaux, dès le lendemain, dès que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a annoncé qu'il y a un plan, qu'il y a une signature, nous avons vu débarquer partout dans les médias et même dans nos discussions de tous les jours, que le Rwanda a enfin admis à être sur le territoire congolais avec 4000 hommes et qu'on va les retirer. Et donc, ça a l'air du déjà vu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la réunion qui s'est passée à Bujumbura, je crois, et dès le lendemain, le communiqué était vidé de tout son sens. Donc, j'ai l'impression que ça se répète et que l'objectif de l'État congolais n'est pas de trouver une solution, mais de continuer à négocier pour négocier, ou en tout cas, et je sais pas, j'aimerais savoir vraiment qu'est-ce qu'ils ont derrière. En tout cas, ce n'est pas la paix, ce n'est pas trouver une solution avec ces processus de Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous parle en tant que citoyen rwandais qui vit et rencontre la plupart des communautés de la diaspora qui sont assez virulents. On est obligé d'expliquer, de réexpliquer. J'ai reçu des coups de fil des personnes qui me disent, tu vois, on vous avait dit, vous avez des soldats sur les sols congolais, le fait de l'admettre, ça va finir au tribunal pénal international, ainsi de suite. Donc on a, et ce n'est pas dit par n'importe qui, on n'est plus au niveau, excusez-moi, même des rabaissés, des dires des Bitakura, on est au niveau du premier ministre d'un pays qui vient parler à sa diaspora, et donc forcément ça a un écho
qui veut dire, et donc à partir de ces moments, moi en tant que Rwandais, en tant que citoyen et quelqu'un qui connaît bien la sous-région, en tout cas je suis né à Goma, donc j'ai encore des amis de la famille là-bas, je peux vous dire qu'il n'y a aucun plan au Congo pour avancer sur ces sujets-là, à part de jouer à un jeu que je n'arrive plus à maîtriser. Le truc, c'est que maintenant, ce pessimisme qui s'installe de plus en plus dans le chef des citoyens lambda, des personnes, des observateurs, est-ce que c'est de bon augure en même temps parce que les gens semblent avoir placé leur espoir dans ce processus et que certains acteurs, pour des intérêts non avoués ou avoués à moitié, à quoi tout cela aura servi si un processus qui a coûté autant de moyens, autant de temps, autant d'énergie, les diplomates y vont, nous, les hommes et femmes des médias, nous en parlons, des éditeurs, tous les jours, il y a des articles qui sortent. Maintenant, doit-on appeler ça un dialogue de sourds? Doit-on dire que on ne se dit pas la vérité? Et si, est-ce que le médiateur, par exemple, Tite, angolais, a-t-il tous les éléments de voir que parmi les interlocuteurs, l'un ne joue pas franc jeu? Ce n'est pas une affaire de jouer franc jeu ou pas. Tshisekedi sert un autre agenda politique qui est incompatible avec la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi se fout éperdument de la détresse des Congolais à l'est, du désastre humanitaire. Mais il a été élu. Mais Tite, comment vous dites des choses comme ça pour un président qui a été élu par cette même population? Comment jouer contre... Non. J'essaie d'être très sévère pour que ceux qui nous suivent comprennent. Tshisekedi est sur un autre agenda. Lequel Je disais tantôt, regardez l'axe Kinshasa-Bujumbura. Il y a comme un rapprochement très serré qui est évident sur le terrain entre Tshisekedi, le président Ndayishimiye, pour le soutien, du moins la collaboration étroite avec les FDLR. Vous ne pouvez pas... Les mêmes FDLR que Kinshasa s'engagent à Luanda de neutraliser, de présenter un plan concret de neutralisation. Comment encore... Oui, Kinshasa s'engage à neutraliser les FDLR à la 4e réunion ministérielle. La ministre des Affaires étrangères dit « je ne signe pas ». Le rapport qui a été négocié avec les experts du renseignement. D'aller à Luanda en sachant pertinemment ce qu'on va y faire et qu'à la fin de la journée, on ne va pas signer, ça s'appelle la mauvaise foi. On peut se dire qu'il y a eu des ratés, ça n'est pas des ratés. On peut croire qu'on va rattraper. Je commence à me dire, ça ne le fera pas, parce que les agendas ne sont pas les mêmes. Et je ne me mets pas dans la tête du médiateur. Même le médiateur sait que Tshisekedi ne pourra pas neutraliser les FDLR. Au motif que Tshisekedi ayant les FDLR comme colonne vertébrale des FRDC est en train de constituer une équipe politique pour les FDLR. Le fils de l'ancien président Habyarimana, revenu de Kinshasa, il faut lire son tweet. C'est très révélateur. Jean-Luc Habyarimana revient du bureau de Tshisekedi et considère que la neutralisation des FDLR serait une erreur de la part de la République démocratique du Congo. C'est une erreur. Et Kinshasa va suivre ça. Et nous apprenons, il y a une fuite, Kinshasa n'avait pas souhaité ça. Nous apprenons qu'on a dépêché quelqu'un à Niamey pour faire venir les génocidaires à Kinshasa. Les condamnés. Condamnés pour génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et Tshisekedi entre en contact avec ces gens.
au nom de quoi, pour quel intérêt et avec quelle motivation? Il y a quand même un lien étroit entre ces gens et les FDLR, sur le plan idéologique. Nous avons vu au tribunal. Chris, je reviens à vous, oui. Oui, nous avons vu au tribunal un dossier d'une dame venue des Pays-Bas qui avait fait des annotations sur les plans des FDLR. Regardez qu'il y a des ramifications aussi en Occident. Et Tshisekedi reçoit de plus en plus des personnes très proches de cette mouvance-là. Vous ne pouvez pas faire ce va-et-vient entre Kinshasa. Une autre fuite nous a parlé d'une réunion des FDLR, des FLN de Rusesabagina sur le territoire burundais. En mettant tout ça bout à bout, on est en train de jeter comme ça Rwanda. Tshisekedi est sur la ligne je renforce les FDLR, il leur adjoint l'aile politique et que les FDLR viennent déstabiliser le Rwanda. Donc les agendas ne sont pas les mêmes. Et c'est là que vous demandez, mais est-ce que c'est de la mauvaise foi? Oui, c'est de la mauvaise foi, mais aussi c'est un agenda politique et qui va devoir assumer. Chris, vous aviez envie de rebondir sur le propos de Tite. Oui, j'avais envie de rebondir sur le propos des titres parce que quand il a mentionné les fils du défunt président Habyarimana, je me suis rappelé donc du procès d'Onana. Je vais juste mettre les propos du ministère de Communication de la RDC qui dit c'est notre procès, mais quand il est moi ayant été dans la salle du procès et même l'extérieur, je peux vous dire que c'était en effet un procès de la RDC. Il y avait, j'ai envie de dire, 3 pour 1 de personnes venues de la RDC. On avait tout ce que vous connaissez comme association pro-FDLR, Jambo SBL, les anciens dignitaires donc les Mitérandiens, mais aussi les anciens dignitaires d'Akazu. Il y avait je peux le citer, mais j'ai pas des noms là, mais la petite sœur de Agathe, la femme du président Habyarimana. Donc il y avait toute l'ancienne garde que vous connaissez, et ils y étaient pas la tête baissée, un peu quand même, mais ils y étaient la tête haute. Et dans un tribunal français, dans un procès de déni de génocide, même les avocats de la défense ont défendu la thèse et les thèses du FDLR, on dirait des discours qui venaient de Kinshasa. J'étais ubuesque, ébahi, et on avait vraiment une forme de verbatim, une forme c'était préparé pour qu'on entende ce qu'est dit Kinshasa aujourd'hui. Et donc, quand il parle... Alors peut-être pour ne pas nous égarer un tout petit peu de notre débat, dans le titrage de notre émission, on parle du réchauffement de Luanda parce que, de toute évidence, c'est un processus qui a subi quand même pas mal de coups sur son chemin. C'est un chemin semé plein d'embûches. On dirait même un chemin escarpé sur lequel ce processus est en train de rouler. Alors, Chris, à l'observation de tout ce scénario ou de tous ces scénarios, vous en déduisez que ce processus de Luanda connaît d'autres processus qui naviguent à contre-courant et qui ne sont pas de nature à pouvoir ramener le climat de bon voisinage entre le Rwanda et la RDC. Vous confirmez donc qu'il y a un autre agenda ou d'autres agendas, comme Tite le disait tout à l'heure? Oui, il y a vraiment, mon sentiment personnel, il y a vraiment d'autres agendas, je dirais même plusieurs, mais il y a vraiment un agenda même pour le
casser, j'ai envie de dire, l'abîmer. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez suivi l'intervention de Mélenchon, un député, il n'est même plus député, mais un leader d'opinion assez fort qui fait un tweet pour répéter... Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Donc, ensuite, différents articles, mais prenez juste celui-là. Je vous ai parlé aussi du procès. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas, d'un côté, avoir envie d'un processus qui arrive au bout, et ensuite pousser ses alliés, ses ministres, sa population dans une autre direction. Pour moi, s'il y a réchauffement, c'est vraiment un fait de paille. Vraiment un fait de paille qui atténue le temps de la réunion. On sort de là et on continue notre agenda anti-Rwanda, anti-Tutsi, ce qu'ils appellent anti-néolithique et consorts. Mais vraiment, ils l'ont dit, je ne suis pas en train de citer. Cette histoire de néolithique bantou, ça s'est dit dans un tribunal. On a vraiment, moi j'ai l'impression d'être retourné, je dirais, presque 14 ans en arrière, avec ce qui se passe en ce moment. Voilà, ce qui se passe en ce moment, vous dites 14 ans en arrière, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce qui se passe sur le terrain, dans la région des Grands Lacs, forcément, ça affecte les populations. Tite, ça c'est une situation, par exemple, pour les gens qui sont des populations qui sont à Kinshasa, ressentent différemment d'avec ceux vivant dans la partie est de la RDC. Est-ce que cette manière de vivre dans un même pays, où les réalités quotidiennes, notamment avec ce qu'on appelle guerre à l'Est, qui semble vendre ou semble être vraiment une situation où certains en profitent sans se cacher, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'une partie de cette population soit laissée ou soit jeté en pâture, comme on dit, au bénéfice des hommes en cravate à Kinshasa? Mais il faut noter que au tout début, Tshisekedi a tenté de rallier tout le monde, être le chef de guerre et avoir toute la classe politique, la société civile et la population derrière lui. Et il n'a pas réussi, hein, avec son fameux message à la nation, et tous derrière le guide, ça n'a pas réussi. L'opinion à Kinshasa, que disent ce qu'on voit dans les médias? À Kinshasa, on parle de la pluie, il n'y a pas d'assainissement. À Kinshasa, on répète en boucle les propos du cardinal Ambongo, qui dit que tous les signaux sont au rouge. À Kinshasa, on est en train de penser à Seth Kikuna, hein, ancien candidat qui s'est fait sodomiser par les services de renseignement. À Kinshasa, on déplore la persécution des journalistes. Aujourd'hui, ils sont quasiment pourchassés dans les rues de Kinshasa. Pourquoi? Parce que l'opinion est de plus en plus critique vis-à-vis du régime de Tshisekedi. Et lui n'arrive pas. C'est pour ça que je dis qu'on est tout faux si on peut braquer ses yeux sur Luanda. Il n'arrive pas à avoir l'opinion avec lui. Il n'arrive pas à engranger des soutiens. Le parti politique duquel il est issu, l'UDPS, a deux têtes aujourd'hui. On ne sait pas qui est le patron. Vous parlez du secrétaire général. Hein? Oui, Augustin Kabouya a été... Qui est désavoué par une partie. Désavoué, mais il garde les clés du bureau. Il fait encore des meetings. Il fait du chantage sur les députés. L'Union sacrée, censée soutenir la vision du chef de l'État, et à miettes, Bahati Lukwebo menace ouvertement de quitter. Kamere ronge son frein parce qu'il a quand même échappé à l'assassinat. Regardez la cabale contre l'ancien président Kabila. Regardez ce qu'on fait de Katumbi. Tout ça fait que
Tshisekedi veut comme ça tirer, mettre tout ça sous le tapis et braquer les projecteurs sur le Rwanda. Il n'y arrive pas. Et donc, quand il n'y arrive pas, il est en train de servir son agenda. Et Luanda va payer les frais. Et à l'Est, la guerre va continuer. Donc, c'est ce que je disais. Le désastre humanitaire à l'Est de la République démocratique du Congo importe peu à son président. Et ça, c'est extrêmement grave. Le procureur de la CPI a dit qu'il veut réactiver ses enquêtes à l'Est. Qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver l'alliance avec les FDLR. Il va trouver que c'est le gouvernement qui a légalisé les criminels Wazalendo. Il va trouver que les carnages sont l'œuvre de la garde présidentielle. Il va voir que Goma, qui est surmilitarisé, est à feu et à sang, par le fait des FRDC et des Wazalendo. Tout ça met une telle pression sur Tshisekedi qui court après le bouc émissaire. Et donc, Luanda, Nairobi, il ne pourra pas signer parce qu'il est aussi sous l'influence des FDLR. C'est une question, vous évoquez Nairobi, on a eu Luanda, parce que tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on puisse suivre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, qui, non seulement qu'il soit interlocuteur dans ce processus de Luanda, mais en tant qu'un bon voisin, il essaie aussi de prodiguer conseil s'il y a... voilà, pour qui veut l'entendre, il essaie un peu de mettre la République démocratique du Congo, notamment les autorités à Kinshasa, devant leurs responsabilités. C'est que le conflit, il est d'abord congolais et qu'il faut trouver des solutions en interne. Il faut regarder, il faut s'approprier de cette situation et non pas peut-être vivre à la recherche des boucs émissaires loin de ces frontières. On va suivre l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe avant de reprendre Chris Renzaro pour essayer de voir comment est-ce que ces tensions régionales affectent les membres de la diaspora et surtout les agendas cachés derrière tout cela. L'ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Nous, comme le Rwanda, nous nous engageons dans le processus de Luanda, mais nous estimons qu'une solution définitive à la crise requiert de la bonne foi et de la volonté politique de la part de la RDC. Et il y a 3 points essentiels à avoir en tête, sur lesquels il faut une action concrète de la part de la RDC. Premièrement, il faut que la RDC s'approprie cette crise. Au lieu de l'externaliser, au lieu de trouver des boucs émissaires, de proférer des accusations incessantes contre le Rwanda, que ce soit dans les visites bilatérales du président de la RDC, où on accuse le Rwanda, que ce soit dans les réunions ministérielles sectorielles des ministres des Sports, les réunions des ministres de l'Environnement, des ministres de l'Agriculture, où toujours on accuse le Rwanda. On en arrive même à convoquer les ambassadeurs qui sont à Kinshasa parce qu'il y a une visite de la part d'officiels supérieurs de ce pays. Donc c'est devenu une façon de ne pas voir les choses en face, de ne pas s'approprier la crise. Et donc nous demandons à la RDC de s'approprier cette crise, et notamment en reconnaissant la question de M23 et de la communauté qui représente, à savoir donc cette communauté congolaise Tutsi, rwandophone Tutsi, qui ont été marginalisées depuis des décennies et qui sont à l'est de la RDC, non pas de notre faute, mais à cause des frontières coloniales, donc qui ont été tracées par les pouvoirs coloniaux de l'époque, et qui fait que des personnes, une communauté de culture rwandaise et de langue rwandaise
et s'est retrouvé donc à l'est de la RDC. Donc ce sont des Congolais, mais qui ont toujours été marginalisés. Des fois on leur donnait la citoyenneté, le lendemain on la retirait. Et puis maintenant on remarque qu'il y a des discours de haine et des discrimination, de la persécution de cette communauté. L'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la coopération internationale, donc, qui était clair, qui demande aux autorités congolaises à pouvoir s'approprier et surtout les a mis devant un fait accompli et surtout devant leurs responsabilités et plus tôt. J'aimerais bien, puisqu'on a changé aussi de sous-titre de notre émission, reprendre encore une fois Chris, parce que ce qui se passe, Luanda, c'est un processus qui se passe à Luanda, c'est dans les Grands Lacs élargis, vous savez, dans le cadre de la CIRGL, ça a été un peu agrandi pour servir justement plutôt, on me dit que Chris est là. Chris, je disais tout à l'heure que vous êtes en France depuis 20 ans et la région des Grands Lacs, d'où vous êtes originaire, vous avez vécu à l'est de la République démocratique du Congo, vous y avez passé votre enfance, vous avez vécu au Rwanda, vous connaissez la région et l'histoire des conflits de la région. Par moments, on se dit les membres de la diaspora sont loin, coupés de nos réalités. Ils ne vivent pas nos réalités. Ils sont au chaud là-bas, loin de nos peines. Ça, je l'ai dit comme un citoyen lambda. Chris, de manière concrète, dites-nous, comment vivez-vous tout ce qui est en train de se passer dans notre région? Est-ce que ça affecte votre quotidien aujourd'hui? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui, parce que, Eddy, je tiens à vous dire, par exemple, que vous vivez même mieux à Kigali, à Ruavu, même à Goma pour certains cas. Parce que nous, pour se réunir, par exemple, en tant que communauté rwandaise, on est obligé de ne pas dire où est-ce qu'on va se réunir. Ça veut dire qu'il y a une certaine peur que quelque chose nous arrive. Nous avons des menaces. Ça, c'est en tant que communauté rwandaise, mais en tant que, j'ai envie de dire, résident, ayant des amis, une famille, on se retrouve, par exemple, dans mon cas personnel, je me retrouve à plusieurs reprises à mon travail, dans le cadre de mon travail d'informaticien, à répondre aux questions sur le Rwanda, puis le Congo, le Rwanda vole au Congo, à avoir quelque chose qui m'a choqué, c'est quand mon fils est rentré une fois de l'école et qui m'a demandé « Mais qu'est-ce qui se passe au Congo ?» J'ai de l'émotion parce que ça m'a pris le temps de lui expliquer des choses que je ne voulais pas. Je pensais qu'il était assez jeune, à 13 ans, mais il était confronté à cette violence dans une cour de l'école. Donc, on n'est pas loin de tout ça. En fait, avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec l'implication de ces discours de haine, ça nous rattrape et même ça nous oblige à intervenir, à participer à cette conversation malgré nous. Je vais quand même vraiment donner un exemple concret. Quand nous étions au procès d'Onana, à chaque fois, nous devrions nous déplacer en groupe parce que nous avions nos mamans qui avaient peur de se faire agresser, parce que c'était des agressions verbales, c'était des agressions limite physiques de la part des gens qui répètent incessamment tous les discours que vous voyez sur les réseaux sociaux et sur Internet. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, justement, vous dites que ce ne sont pas des faits anodins, c'est vraiment des faits, voilà, c'est fait à volonté, vous vous sentez menacé. Tite, c'est vrai ce que Chris dit, mais vous également, vous avez notamment, avec, c'est vrai, votre expérience, votre âge, vous avez vécu, que ce soit à l'est de la RDC, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Europe, que ce soit à l'ouest du continent
africains, vous en connaissez à différentes périodes. Mais Tite, est-ce qu'au cours de toutes ces années, les membres de la diaspora ont-ils été aussi affectés ou vécu la teneur des événements qui s'est passé ici dans la région, loin de la région? Ah, bien sûr que oui. La fameuse théorie de la balkanisation est partie de Honoré Ngbanda, qui était conseiller spécial de Mobutu en matière de sécurité, ancien ministre de la Défense, ancien ambassadeur et tout ça. Quand ils perdent le pouvoir, ils s'exilent en France aussi et ils mobilisent comme ça les réseaux qu'il tenait quand il avait les renseignements. Vous avez un ancien journaliste de la télévision zaïroise, Kwebe Kimpere, qui a fait du Rwanda une obsession. Il raconte des contre-vérités partout où il passe. Mais vous avez ce qu'on appelle les combattants. C'est des gens de l'UDPS. Il y en a plein à Bruxelles, ils sont à Paris, il y en a quelques-uns à Londres. Avant, ils étaient mobilisés contre Kabila, l'ancien président Kabila. Et souvenez-vous bien, on présentait Kabila comme un Rwandais. Et qui travaillait pour les intérêts de Kigali. Il était vraiment le Kadogo de James Kabarebe, comme on l'appelait. Et on sentait ça dans les rues à Paris. Il suffit. Et tout cela a trouvé preneur dans l'opinion publique congolaise? Oh, bien sûr que si, on entendait ça. Quand ils sont dans le métro, d'abord ils parlent très fort, ils s'expriment en lingala, donc vous comprenez tout ce qui... Je comprenais tout ce qu'ils disaient. Même dans les églises, hein, ils disaient ça. Et avec un écho beaucoup plus ample du côté de Bruxelles où ils sont nombreux. Et donc, depuis Tshisekedi a repris la rhétorique victimaire et qui fait du Rwanda le bouc émissaire idéal, on a vécu ça lors de Rwanda Day à Paris. Ils ont mobilisé des combattants qui ont attaqué ce qu'ils considéraient comme être des Rwandais. Et je me souviens que dans le métro parisien, des Sénégalais ont été agressés. Des Sénégalais? Quel rapport entre le Sénégal et le Rwanda? Parce qu'ils ont le délit de faciès. Quand on va à Amsterdam pour Rwanda Day, la mouvance génocidaire et tous les négationnistes qui viennent quand même de la Flandre en Belgique, ils prennent le train pour venir à Amsterdam et ils font trop de bruit. Et je me souviens le discours du président Kagame dans la salle, en ironisant comme ça. Il dit, dites un peu à ces Rwandais qui font trop de bruit à l'extérieur, quand ils auront fini, qu'ils rentrent au pays, on va les retrouver du travail. Et donc c'est vrai, cet écho, vous l'avez... des gens qui ont des frustrations personnelles et qui transfèrent ça sur les Rwandais. À Paris, il ne faut pas vraiment, comme il dit Chris, hein, il ne faut pas s'afficher comme Rwandais. Sinon, les combattants vous attaquent. À Bruxelles, il y a... Chris, est-ce que Tite dit, c'est quand même grave pour nous qui sommes ici? Mais c'est très grave. Êtes-vous arrivé à ce point d'avoir peur d'être Rwandais? Oui, c'est très grave. En plus, ce que Tite dit, je vous parlais tout à l'heure d'il y a 13 ans. Rwanda Day en France, c'était en 2011. Donc vous imaginez, on est en 2024. Donc aujourd'hui, on se retrouve à un niveau, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont la bénédiction de l'État congolais. Voilà, ouais. C'est-à-dire, avant, on avait des gens qui étaient dans l'opposition, qui étaient, j'ai envie de dire, très peu de moyens. Aujourd'hui, quand ils se mobilisent, on sent une force qui est différente et qui ne peut, à mon avis, qu'être étatique. Ou, en tout cas,
parce que c'est les mêmes discours, on sent, c'est bien où il est. Et je vais vous dire quelque chose, Eddie, c'est qu'ils ont aussi des journalistes avec eux, des certains médias internationaux dont on connaît. Et pour moi, c'est une autre forme de violence, parce que je me sens à chaque fois harcelé. Alors, c'est-à-dire que c'est un harcèlement perpétuel pendant déjà les 13 dernières années, mais là, à chaque fois que je prends les trains, avant, moi, je me promenais avec mon petit drapeau rwandais, j'étais content de parler des visites Rwanda. Aujourd'hui, je dois regarder à gauche, à droite pour voir s'il y a quelqu'un. Dans un métro, une journée normale, je dois regarder qui est à côté de moi. Voilà. Vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quand même grave, pendant que nous avons un processus à Luanda où les diplomates veulent à ce que les choses puissent rentrer dans l'ordre pour que méfiance puisse rester derrière entre les deux parties. C'est quand même grave ce que vous dites, mais j'aimerais bien vous proposer un extrait d'une autre autorité rwandaise. Il faisait allusion justement à un article qui est apparu très récemment dans des New Humanitarian, également dans Le Monde. Chris tout à l'heure a fait allusion à certains médias, à certains journalistes qui semblent être voilà, derrière un certain agenda, essayer de pousser un certain agenda. On va écouter le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda, Maître Alain Mukurarinda, qui parle justement d'une certaine manipulation à l'échelle internationale et qui semble trouver écho. On va suivre Maître Alain. Il faut être très prudent, il faut analyser et la personne qui a écrit, qui a produit l'article pour voir pourquoi. Et puis, n'oublions pas que depuis ces derniers temps, on a l'impression, ce n'est même pas une impression, il y a un programme qui a été établi où de temps en temps on sort ce genre d'articles, des interviews, des films qui essaient de ternir l'image du Rwanda, que ce soit en matière judiciaire, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière de relations entre le Rwanda et les autres pays, pour dire que voilà, ce que le Rwanda fait, en fait, le gouvernement rwanda essaie de cacher la réalité de ce qui se passe réellement dans son pays. On critique le fait qu'on a investi dans des équipes à l'étranger pour promouvoir que les jeunes, pour promouvoir que les gens viennent visiter le Rwanda. Avec le Visit Rwanda. On prétend que parce qu'on organise des réunions internationales, on veut cacher quelque chose, on veut nous montrer tel que nous ne sommes pas. Donc tout ça, il y a un programme qui a été prévu, ça se voit très bien quand vous analysez qu'il y a une ligne de conduite qui a été établie pour salir l'image du Rwanda en général et spécialement l'image du gouvernement. Alain Mukurarinda, il s'exprimait justement au lendemain d'un article ou des articles parus dans des New Humanitarian et Le Monde qui pointait du doigt les militaires rwandais qui les accusaient d'avoir commis de viols en République centrafricaine. Mais Tite, là nous ne sommes pas au sujet de la République centrafricaine, mais il a mentionné quelque chose, un agenda caché ou en tout cas qu'on peut lire. Pourquoi cet acharnement finalement contre le Rwanda? Est-ce que c'est cet agenda qui fait... Certains observateurs disent, écoutez, Kinshasa ne fait que passer du temps à Luanda, mais il veut pousser un autre agenda, justement de décrédibiliser le Rwanda, investir dans la décrédibilisation du Rwanda sur la scène internationale. Non, mais que pensez-vous de ça? Ça n'est plus... Je l'ai dit ici. C'est ça la diplomatie, c'est la voie que Kinshasa a choisie. Ça n'est plus un agenda caché. C'est maintenant sur la place publique. On maintient les FDLR, on prend contact avec les génocidaires qui sont à Niamey, on envoie les FDLR se réunir au Burundi. On reçoit dans le bureau du chef de l'État congolais des gens qui sont déterminés à venir déstabiliser le Rwanda. Ça n'est plus caché. Quand
Alain Mukurarinda parle de quelques articles. On a quand même assisté à Forbidden Story qui est parti de la Belgique. Et ça n'était pas fait pour, à la fois pour faire de l'information ni pour faire des analyses. C'était pour, comme on dit en français vulgaire, casser du Rwanda. On a assisté à des produits de recherche, nous dit-on. Quelqu'un est aujourd'hui, va être condamné à Paris parce qu'il prétend être chercheur. Et il a écrit des bouquins. Mais on a vu des historiens qui ont pris, que sais-je, produit par un universitaire, comme par hasard belge, flamand, et qui faisait de la désinformation et qui était au service de la propagande. Et quand il est mis comme ça face à ses responsabilités, lui-même se présente plus comme chercheur, mais comme il n'est plus observateur, mais il est acteur. Mais il est acteur pour le compte de qui? Ça n'est pas que des articles de presse. Il y a des colloques qui ont été organisés ici et là. Il y a des journalistes qui ont été invités depuis le Canada, depuis Londres, pour venir faire des tournées dans les universités en Belgique. Charles Onana a fait le voyage à 2 reprises à Kinshasa. Et on lui a ouvert les amphithéâtres des universités pour venir parler de quoi? Insulter le Rwanda. Voilà. On a vu même un vieux politicard français en bout de course, Jean-Luc Mélenchon, qui aujourd'hui se permet de parler du Rwanda. Je ne suis pas sûr que ce monsieur connaisse les dynamiques qu'il y a dans la région. Mais il vient juste pour ternir un peu. Ils n'y arrivent pas complètement. Mais il faut ternir l'image du Rwanda. Et ça, je pense que c'est cet agenda sur lequel s'est aligné Tshisekedi et son gouvernement. Voilà, merci. Je pense que c'est sur ces propos de Tite Gatabazi qu'on va devoir se quitter aujourd'hui. C'est vrai, il y a tellement de choses à dire par rapport à toutes ces ramifications. On vous promet qu'on y reviendra avec force et détails très prochainement ou même à long terme. Sinon, la télévision rwandaise est là pour vous informer en temps réel par rapport à ce qui se passe, à l'évolution de la situation au niveau de la région. Merci à Chris Renzaro, informaticien. Il est en France, il est de la diaspora rwandaise. Merci beaucoup de vous être prêté à notre antenne. Merci pour l'invitation, Eddy. Et mon souhait le plus cher, c'est que tout ça ne soit pas qu'un fait de paille. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci également à vous, Tite Gatabazi, notre aîné, et surtout de pouvoir être là, toujours quand on a besoin de recourir à votre expérience. Merci à Constantin et toutes les équipes au niveau de la régie. Je vous souhaite de suivre et de rester fidèles à nos programmes. Au revoir.